Je peux y aller parce que moi-même, j'ai moins de cheveux et vous mettez franchement ça en avant sur l'affiche, Fabrice Eboué. Oui, tout à fait. C'est pour ça que je ne peux plus me raser la tête maintenant, sinon ce serait de la publicité mensongère. Donc je suis obligé de rester comme ça au moins le temps de la tournée. Mais vous êtes très très bien comme ça, bravo. Merci, merci. Alors vous êtes ce mercredi au Théâtre Sébastopol de Lille, c'est complet, dommage, mais on se rassure, vous revenez dans la région. Alors il y a plusieurs dates, vous serez le 14 mars prochain à la Luna à Maubeuge, le Théâtre Sébastopol à Lille le 15 mars, en Belgique à Bruxelles le 18 décembre et le 19 à Liège. C'est quoi votre programme avant d'arriver sur scène, là par exemple quand vous allez nous quitter, vous faites quoi avant de monter ? Je vais dans mes loges, je vais peut-être me raser un petit peu, là, ça commence à pousser. Et puis je refais le filage du spectacle, généralement. Je connais le spectacle, généralement on l'apprend, au bout d'un certain nombre de dates, on l'a en tête, mais je m'imprègne de la salle. Je veux pas que la salle me surprenne, donc j'observe un peu la salle à vide, ses recoins, ses secrets, etc. Vous êtes quelqu'un de superstitieux ou pas du tout ? Non, pas du tout. Par contre, je crois aux cartes romanciennes, à l'astrologie, etc. Non, pas du tout. J'ai un doute sur cette affaire. Le spectacle s'appelle Rien à perdre. Est-ce que vous êtes un kamikaze, Fabrice Eboué ? Je sais pas. Il paraît qu'aujourd'hui, en humour, on peut plus rien faire, on peut plus rien dire. Or, j'ai l'impression que ce spectacle, on va très très loin. C'est pour ça qu'il y a le petit jeu de mots sur la calvitie, mais il y a aussi le fait de dire que c'est mon 3e spectacle vraiment médiatisé. Ça fait 20 ans que je fais ce métier. J'ai eu un enfant entre-temps, et c'est vrai que j'ai pris beaucoup de décontraction maintenant. J'ose vraiment plus qu'avant. Je suis certainement plus à l'aise. J'ai pris plus de recul, voilà. D'accord, plus à l'aise. On va tout de suite regarder un petit extrait. Alors, il y a plein de thèmes que vous abordez. Ouais. Vous flinguez un peu tout le monde, mais chacun en prend pour son grade, c'est normal. C'est ça, parce qu'il faut en donner à tout le monde. Ben, voilà. Un petit extrait autour de la grammaire. Et puis maintenant, t'as toutes les réformes de grammaire. Vous avez vu, la dernière, la grammaire inclusive, c'est les féministes qui ont dit « Ouais, c'est une honte que le masculin l'emporte sur le féminin ». Et du coup, t'as plein de communautés maintenant qui commencent à avoir des revendications grammaticales. Moi, j'ai un pote à moi, il est nain, il veut faire interdire les majuscules. Ils veulent faire interdire le passé simple. C'est dommage. Il y a quand même des textes français magnifiques au passé simple, Florent. Le Cid, Corneille, nous partîmes 500, et par un prompt renfort, nous nous vîmes 3000 en arrivant au port. L'inverse des migrants. Et je vais pas la mettre, celle-là, finalement. Je vais pas la... Non, le passé simple. T'es bon en passé simple, Théo ? Ah, c'est balèze, hein. Moi, qu'est-ce que j'étais nul à ça. Nous regardâmes, nous vengeâmes. Moi, quand j'étais petit, je croyais que Jean-Claude Van Damme, c'était un verbe du premier groupe. Fabrice Eboué, actuellement en tournée triomphale. Est-ce que vous retestez vraiment vos blagues devant le public et vous les modifiez en fonction de ce qui se passe ? Non, alors évidemment, il y a quelques petites choses qui s'adaptent à la ville où on se trouve, à la région dans laquelle on se trouve, mais généralement, tous les soirs, vous imaginez, je reteste des choses tous les soirs, parce que j'aime bien essayer, j'aime bien trouver de nouvelles choses, mais après, évidemment, il y a le canevas du spectacle qui reste le même. Sur qui vous tapez, alors, dans ce spectacle ? Écoutez, on va plutôt essayer de dire qui on épargne, ça ira plus vite. Oui, c'est ça, on va gagner un peu de temps. C'est un spectacle qui repose beaucoup sur ce qu'est en train de devenir notre planète, donc je tape un peu sur tout le monde, évidemment avec beaucoup de dérision. D'abord sur moi-même, parce que c'est la porte d'entrée au reste, et c'est pour ça qu'il y a cette affiche aussi. Et puis ensuite, ça va aussi bien des complotistes, aux véganes, les écolos aussi, la mixité, d'où je viens, et j'ai continué puisque la mère de mon enfant est d'origine marocaine musulmane. Donc, ouais, il y a beaucoup de sujets de traiter. Mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a tellement de comiques qui prétendent taper sur tout, il faut réussir à être original. Donc, généralement, je passe par ma vie personnelle pour aborder tous ces sujets. Je veux pas que ça fasse un peu catalogue. C'est vraiment, je me raconte moi-même et du coup, je raconte la société dans laquelle on vit. Alors, il y a un sketch qui est très très drôle sur les véganes. Il n'y a qu'un seul. Non, il n'y a pas qu'un seul. Mais... non, il y a plein d'autres choses qui sont très drôles. Justement, comment vous choisissez tiens, je vais faire quelque chose sur les véganes parce qu'il y a un truc qui m'énerve. Comment ça se passe ? J'ai ressorti exactement ce que j'ai ressorti de manière totalement naturelle un soir de fête dans la famille. J'ai une végane, j'ai une petite nièce qui est végane, qui est assez insupportable parce qu'elle est comme ça. Bon, ouais. Voilà. Et je suis en train de manger des œufs, pas grand-chose, des œufs. C'est-à-dire que les œufs, vous savez que c'est même pas fécondé. Et elle me dit, t'as pas honte de manger des fœtus ? Je lui dis, c'est pas des fœtus, c'est des œufs. Elle me dit, c'est pareil. Je lui dis, non, c'est pas pareil. Je pense pas qu'un médecin, quand il fait un avortement, il attend avec son jus d'orange et ses mouillettes. Alors ça a fait rire tout le monde dans la famille. Elle était un peu vexée. Mais du coup, je me suis dit, il y a quand même quelque chose à faire sur cette petite nièce qui est devenue... j'ai tout. Le pire, c'est pour, évidemment, mon frère qui l'est à la maison. Elle jette tout, que ce soit les tapis en poil de je ne sais quoi, les oreillers en poil d'oie.
Enfin, ça devient très compliqué. Ouais. Alors, il y a ces véganes, donc la famille, l'inspiration des réseaux sociaux aussi, ce que vous voyez. Parce qu'évidemment, dès que vous postez un truc sur les réseaux sociaux, moi j'en ai fait l'expérience, que ce soit via, j'avais fait mon petit truc sur la journée sans voiture, j'avais une petite prise de bec, on s'était envoyé des vidéos avec la maire de Paris, Anne Hidalgo, et c'est vrai que parfois les réseaux sociaux, j'ai quand même eu sur cette histoire de journée sans voiture à Paris, des gens qui mettaient « Ouais, bah si t'aimes pas Paris, t'as qu'à rentrer à Fort-de-France ». Mon père est camerounais en plus, donc c'est ça qui est fantastique. Ouais, non, mais les gens tout de suite, on attend vite ce qu'on appelle le point Goldwyn avec les réseaux sociaux. Ça va vite très loin, c'est vite très violent pour des sujets qui parfois, bon, on peut, surtout que moi c'est juste pour de la dérision, je suis comique et je le dis aussi dans le spectacle. Je dis aujourd'hui on a tendance avec les réseaux sociaux à amalgamer les comiques et les politiques. Et moi par exemple, dès qu'il y a un truc qui concerne les Noirs en France, il y a plein de journalistes qui m'appellent pour me dire qu'est-ce que vous en pensez des affaires très sérieuses. Zemmour, Absatoussi, qu'est-ce que vous en pensez? Et je leur dis à chaque fois, mais moi je suis comique. Je ne suis pas politique. Tu vois, ils me disent, oui, mais. Et je leur dis, appelez un intellectuel noir. Ils me disent, oui, mais Lilian Thuram n'est pas disponible. Voilà. Bon, bref, c'est. Voilà. Mais les réseaux sociaux font partie de la vie de tout le monde aujourd'hui. Et justement, comment vous vivez les éventuelles critiques qu'il peut y avoir sur les réseaux sociaux? C'est facile de se lâcher sur les réseaux? C'est facile, évidemment. Est-ce que vous êtes hermétique ou pas? Oui, il faut l'être, sinon de toute façon on devient fou. Et puis, moi j'ai grandi, et c'est pour ça qu'il y en a beaucoup dans le spectacle, avec l'autodérision. Je me rappelle, j'étais dans une école privée catholique, vous imaginez, il y a une trentaine d'années de ça, j'étais le seul petit élève de couleur vraiment de ma classe. J'ai eu tous les surnoms possibles et imaginables, Blanche-Neige, Babacar. C'était l'époque d'Arnold et Willy, on m'appelait Arnold et Willy, même pas Arnold ou Willy, moi c'était les deux en même temps. Et je crois que ça m'a aidé quelque part à me blinder, à gagner en autodérision, à savoir répondre aussi, se défendre. Alors il y en a évidemment qui sont fragiles, qui prennent cher. Moi, ça m'a plutôt renforcé. Et donc aujourd'hui, les réseaux, c'est finalement, faut pas le prendre personnellement. Ça ne veut tout et rien dire, les réseaux. Est-ce que vous vous souvenez de votre première fois sur scène? Oh oui, je me souviens il y avait une scène ouverte qui s'appelait le Field. C'est le dimanche soir. Ça continue aujourd'hui à Paris, au théâtre du Trévise. C'est marrant parce que j'habite à quelques mètres maintenant de ce théâtre. Et on pouvait s'essayer. Et à l'époque, c'était très dur parce qu'on vous donnait 5 minutes. Alors, il y avait une équipe d'animation qui faisait des sketchs. Il y avait les habitués très forts. Jamel a démarré là-bas, Eric et Ramsey, Elie Dieudonné, machin. Et puis, vous arriviez timidement pour faire votre truc. Et quand ça marchait pas, l'orchestre commençait à jouer petit à petit sur votre sketch pour vous dire, allez, faut dégager, mon grand. Un autre. Donc ça aussi, il fallait de l'autodérision, mais au moins tu es à la bonne école. C'est une bonne école justement. Qu'est-ce que vous retenez de ça? Qu'est-ce que vous retenez aussi du Jamel Comedy? Vous avez participé au Jamel Comedy Club. Qu'est-ce qui garde en vous? Qu'est-ce qui se garde? Moi, sur le Jamel Comedy Club, j'ai été en fin de vingtaine quand ça a démarré. C'est l'ambiance colonie de vacances. C'est super de revivre une dernière colonie de vacances parce qu'on a été une douzaine sur la route, plus les techniciens. On s'est vraiment éclaté, quoi. Et c'est marrant parce que le Sébasto qu'on a dû faire 2-3 fois avec le Jamel Comedy Club, à Lille, quand j'y reviens maintenant, parfois je les cherche en coulisses. Parce qu'évidemment, quand tu es tout seul en one-man show, tu es tout seul. Et il y a moins d'ambiance qu'à l'époque. Et vous préférez quoi, le one-man show seul ou justement cet esprit band? J'ai fait le Jamel Comedy Club. Moi, j'avais tout un vécu de one-man avant le Jamel Comedy Club. Donc je l'ai fait malgré tout parce que c'était une super opportunité pour moi. C'était un vrai tremplin. Mais quelque part, on le fait pour défendre son spectacle. Donc je dirais qu'en termes de carrière, je suis très content aujourd'hui de me présenter et d'être plein tout seul. Mais en termes d'ambiance, évidemment que ça vaudra jamais cette ambiance. On était une douzaine, il y a eu une histoire d'amitié, d'amour, machin. Même si on se voit moins aujourd'hui, c'est des super souvenirs. En tout cas, merci Fabrice d'être venu jusqu'à nous. Merci à vous. Fabrice Eboué, donc en tournée dans toute la France. Alors c'est complet ce mercredi soir à Lille, mais il y a d'autres dates. On est le 14 mars prochain à la Luna à Maubeuge, le 15 mars prochain au Théâtre Sébasto. Vous y revenez évidemment, c'est à Lille. Il y a aussi des dates à Bruxelles, un petit peu plus tôt, 18 décembre, et puis le 19 décembre à Liège pour voir Fabrice Eboué qui se lâche donc dans ce spectacle Rien à perdre. Merci infiniment d'être venu chez nous. Merci à vous. À très bientôt. Ciao, ciao.